Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission Okapi Service en direct de l'Université pédagogique nationale qui célèbre son 20e anniversaire d'existence. Sous vos applaudissements, le maximum de bruit. Bienvenue à la colline fertile. Alors, à l'occasion de 20 ans de l'UPN, aujourd'hui, nous allons parler de la vaccination, quelle est son importance. Et ensuite, dans la deuxième partie de ce programme, nous allons échanger sur les 20 ans de l'UPN, bilan et perspectives. Merci à toute l'équipe de production, Patrick Yassongwa, Paul Badianyama, Tati Mapuku, Jonathan et à toute l'équipe multimédia des radios Okapi de nous accompagner dans la production de cette émission. Et merci à vous tous qui nous suivez à travers la République, sur www.radio-okapi.net et sur la fréquence des radios Okapi. Encore une fois, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Bien, nous allons aborder notre premier thème du jour. Nous allons parler de la vaccination. Pourquoi est-il important de vacciner nos enfants? Vous savez, selon l'UNICEF, chaque année, environ 4,4 millions d'enfants sont sauvés grâce à un geste simple mais essentiel, la vaccination. Pourtant, des idées reçues, des obstacles logistiques et un manque d'informations continuent de freiner cet acte de prévention. Alors, pourquoi vacciner les enfants? Quels sont les risques des maladies évitables et comment les vaccins protègent non seulement les plus jeunes, mais aussi l'ensemble de la société? Alors, nous en parlons aujourd'hui avec Dr Audrey Mulumba, qui est le directeur du PEV. Dr Audrey, bonjour. Merci de prendre votre micro. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Et il n'est pas seul, nous avons également le chef des travaux Landou Makessi qui est avec nous. Bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Et M. Nassaka Bendi, chef de division chargé de l'appui au PEV. Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans cette émission. Docteur Audrey, la première question est de savoir, c'est quoi la vaccination? La vaccination est un acte médical préventif qui consiste à introduire un vaccin dans l'organisme dans le but de stimuler le système immunitaire. Quand vous stimulez le système immunitaire, ça permet à ce que le corps se prépare aux maladies. Et dans cette vaccination, il y a cette protection qui est d'abord individuelle, la personne, et aussi ça permet aussi de protéger la communauté. Voilà pourquoi il est important de se faire vacciner. Voilà, donc le vaccin, c'est pour protéger le corps contre certaines maladies. Et il semble que le vaccin est fabriqué sur base d'un mélange de microbes. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, le vaccin, nous avons des types. Nous avons le vaccin qu'on fabrique sur base des micro-organismes, des microbes qui sont affaiblis. Ils sont affaiblis. Et d'autres sur base de microbes qui sont tués. On les tue. Et aussi des vaccins sur base des parties des microbes. Ça peut être une protéine qu'on prend. Ça peut être même la toxine qu'on prend. Ça peut être même une partie de l'ARN, comme par exemple le nouveau vaccin, la génération de nouveaux vaccins. Donc voilà un peu globalement les types de vaccins que nous avons. D'accord. Monsieur Landou Makessi, Alpha Sandoul, vous êtes infirmier et superviseur à la zone de santé de Binza Météo et chef des travaux à la faculté des sciences de la santé, ici à l'Université pédagogique nationale. Et d'ailleurs, vous entreprenez une recherche sur la vaccination. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Merci, monsieur le journaliste. C'est une belle surprise pour moi d'être à côté du directeur du PEV national.
Oui, je disais que c'était une belle surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas. Alors, grâce à l'IPEN, nous sommes ensemble d'échanger autour de la vaccination. Ça fait des années que nous sommes en train d'œuvrer sur la vaccination. La vaccination actuellement reste l'unique remède si nous voulons en finir avec les maladies. L'État congolais a tout mis en jeu, grâce à la vaccination, de réduire l'incidence ou la prévalence des maladies tant virales, bactériennes, tout comme parasitaires actuellement avec l'avènement du vaccin antipaludéen. Parler du vaccin aujourd'hui à l'IPEN, vraiment c'est une belle chose et nous sommes disposés à contribuer sur les différentes questions que vous allez nous poser. Alors parlez-nous de votre recherche, elle porte sur quoi essentiellement? Oui, moi j'ai identifié un problème. Premièrement, en master, j'ai travaillé sur le vaccin contre Covid-19. Et là, il s'agissait d'une étude que j'ai menée auprès de femmes enceintes, chez qui nous avons enregistré un taux élevé de femmes qui refusaient du vaccin. Pendant que ces vaccins ici visaient 5 catégories de personnes, dont les femmes enceintes qui étaient des personnes vulnérables. Alors, j'ai mené une recherche auprès de ces dernières, afin d'enregistrer leur perception, le pourquoi du refus de la vaccination. Nous avons récolté les données, mais actuellement, nous ne sommes pas sur cette étape. Nous sommes à la thèse où je suis en train de parler sur la faible couverture vaccinale dans la zone de santé de Binza-Météo. Mais nous sommes en train de construire un nouveau programme pilote. Et nous avons adopté l'école de Bandoura. Les psychologues qui sont ici peuvent en connaître Bandoura. C'est un psychologue qui a développé une stratégie. Et nous, maintenant, nous sommes en train de co-construire une stratégie avec la communauté, voir comment, avec le modèle de Bandoura, la communauté peut adhérer aux activités vaccinales afin de vacciner le maximum de la population. C'est vrai que la vaccination a des cibles, mais actuellement, c'est tout le monde qui est éligible à la vaccination. Donc, là, les enquêtes que nous sommes en train de mener portent sur les enfants de 9 à 23 mois. C'est à cet âge-là qu'on obtient le vaccin contre la rougeole, notamment à 9e mois et au 15e mois. Mais depuis 2023 que rougeole est vacciné 2 fois, nous enregistrons de faibles couvertures vaccinales. Cela nous a inquiétés en tant que chercheurs. Nous nous sommes dit qu'il faudrait aller dans la communauté, demander pourquoi les femmes d'habitude qui s'occupent de la vaccination, qui amènent les enfants à la vaccination, ne viennent plus. Pourquoi les enfants ne sont pas vaccinés? Et là, nous sommes en train de co-construire, tel que je l'ai dit, un programme pilote que nous allons présenter déjà au niveau provincial. Nous en discutons déjà, peut-être au niveau national, qui ne sont pas encore saisis. Donc nous sommes en train de construire un programme pilote sur le modèle de Bandoura, afin d'amener la communauté à adhérer aux activités vaccinales. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Nassaka Bendi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes chef de division. Vous occupez de l'appui, chef de division appui au niveau du PEV. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la vaccination, nous faire un peu un état des lieux de la vaccination dans notre pays? Oui, merci pour la parole. Je voudrais peut-être renchérir par rapport à ce que le directeur a dit. La vaccination, elle est préventive et on stimule l'immunité. Cette immunité vise à protéger l'individu contre les maladies et en utilisant des substances qu'on appelle les vaccins. Maintenant, les vaccins, c'est une suspension au fait des pathogènes, comme il a dit, ça peut être entier, vivant ou atténué, ça peut être une partie. Maintenant, ces pathogènes-là, une fois dans l'organisme, ils entraînent soit des infections qui peuvent aller à des épidémies, à des pandémies, et aussi ça peut être des endémies, donc des maladies qui sont là et qui perdurent dans la durée et dans un espace limité. Par contre, l'épidémie, ça en prend une grande proportion de gens, mais qui est limitée dans le temps.
et que la pandémie, c'est une grande... Ça prend pratiquement tous les continents quand c'est atteint. Maintenant, l'organisme a des barrières. Il y a des barrières naturelles qui sont là, à commencer par la peau. La peau, déjà, c'est une barrière. Et dès que les barrières, il y a aussi des muqueuses, la voie respiratoire, il y a des barrières qui sont là. Une fois ces barrières-là franchies et que le pathogène se retrouve dans l'organisme, il y a une autre barrière qui est le système immunitaire. C'est comme ça que le vaccin va stimuler ce système-là pour protéger l'individu contre une attaque qui viendrait contre l'organisme. Maintenant, c'est là où agit maintenant les vaccins par rapport à ces barrières-là. Maintenant, les pathogènes, comme a dit le chef des travaux, vous avez des pathogènes qui sont soit sont des virus, soit sont des bactéries, et soit ce sont des parasites. Comme maintenant, on a un vaccin contre le paludisme que nous venons d'introduire dans les calendriers. OK. D'accord. On va recueillir les questions tout à l'heure dans la salle. Docteur Audrey Moulumba, pourquoi est-il important de vacciner surtout les enfants? Souvent, on insiste, les enfants de 0 à 5 ans. D'abord, l'importance, c'est la protection d'une façon générale. C'est protéger d'abord soi-même, protéger l'enfant. Parce que quand vous vaccinez, vous limitez l'expansion. La protection individuelle, des deux, la protection collective, c'est-à-dire telle que nous sommes dans la salle ici, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc on peut être en train de se distribuer gratuitement comme ça les microbes. Et aussi l'importance, c'est éviter des épidémies. Vous voyez, hein, que nous, pour l'instant, on nous appelle même un pays d'épidémie. Nous avons commencé avec Mpox. On n'a pas terminé Mpox. Nous sommes en pleine épidémie pour ceux qui suivent les informations à Moueka, avec l'épidémie à virus d'Ebola. Qui a signé son retour. À côté de ça, nous avons des épidémies de rougeole dans certains coins. Donc, vous voyez, si... La polio aussi, docteur. Bon, la polio, oui, bon, on y arrivera. À côté de ça, éviter des épidémies, il y a aussi le coût de maladies. Vous voyez un peu, j'espère que la plupart des mamans, même des papas aussi, ils savent quand un enfant souffre de rougeole, maladie, combien d'argent il dépense. Dès que vous avez seulement un enfant dans la maison qui fait la rougeole, d'ailleurs ce sont les mamans qui font les diagnostics, ce ne sont même pas des médecins. Dès que vous amenez cet enfant à l'hôpital, faites un peu le coût que vous allez dépenser. Mais quand vous donnez juste un vaccin qui se donne gratuitement, vous voyez, vous avez fait des économies. Donc c'est un peu tout ça. Ça prolonge également la vie, hein, parce que si tout le monde est vacciné, et le chef de travaux a dit quelque chose qui est très important. Quand on avait au départ du programme élargi de vaccination, c'était dans le calendrier, c'était beaucoup plus que moi j'appelle un programme pédiatrique, c'est-à-dire c'était pour les enfants, et obstétrical pour les femmes enceintes. C'est-à-dire on vaccinait plus les enfants et aussi les femmes enceintes pour les protéger. Mais aujourd'hui, le programme, c'est pour tout le monde, à la naissance et pendant tout notre cycle de vie. Donc ce n'est plus les vaccins, comme on le disait, les vaccins des enfants. Non, les vaccins qui sont aujourd'hui repris à notre calendrier vaccinal, c'est tout le monde, la protection de tout le monde, par rapport aux vaccins qui sont repris là. Donc voilà un peu pourquoi on doit vacciner. Globalement, c'est protéger. Nous protéger, mais protéger moi-même, protéger aussi les autres. Nous avons une immunité collective, faire un bénéfice par rapport aux coûts sanitaires pour de la santé et aussi éviter des épidémies
et prolonger la vie aussi. On a quand même besoin de voir des hommes et des femmes qui vivent un peu longtemps. Nous venons de perdre, vous avez suivi, parmi les victimes à Moueka, il y a des infirmiers, il y a des laborantins. Vous voyez, ça pose quand même des soucis. Bien, nous parlons de la vaccination aujourd'hui dans cette émission Capi Service en direct de l'Université pédagogique nationale. On va recueillir des questions dans la salle par rapport à la vaccination. Tati, on peut déjà faire circuler le micro. Vous avez des questions? Merci de donner votre nom et puis poser votre question. Merci d'être précis, concis dans votre intervention. Bonjour. Bonjour, merci. Je suis M. Alain, major des travaux, sociologue. J'adresse ma question au docteur. Est-il possible qu'un enfant qui a déjà été atteint de rougeole, soigné, guéri, d'être à nouveau atteint? La deuxième question est d'ordre idéologique. Je la fonde sur l'introduction du journaliste qui a parlé des idées reçues, qui semble en fait l'un des obstacles qui empêche en fait la vaccination, qui fait que certaines familles évitent la vaccination. On dit, écoute, on va réduire notre capacité de créer les enfants. C'est ce qui se raconte. Bien. Est-ce que le programme élargi de vaccination élabore des protocoles détaillés sur des éléments sociologiquement significatifs qui puissent permettre de dégager à partir de ces perceptions ou représentations sociales ces idées reçues? Parce que vous ne faites que vous plaindre. On constate la déduction, le chef de travaux l'a noté. Est-ce qu'il y a un modèle sociologiquement conçu sur des rapports anthropologiques pour dégager ces idées reçues? Merci. La première question, c'était par rapport à la rechute. Est-ce qu'un enfant vacciné peut... Oui, pour la rougeole, oui. Un enfant... Bon, Tati veut qu'on prenne les trois questions et ensuite vous répondez au même moment. Donc, vous allez juste noter les questions. Merci beaucoup, monsieur. Le suivant. Moi, c'est le professeur Hugo Kassonga. Oui, professeur. Ce ne sont pas des questions, mais ce sont des inquiétudes. La première inquiétude, il semble que vous, qui êtes là pour nous sensibiliser pour la vaccination, vous êtes aussi hostile à la vaccination. Il semble que vous refusez facilement qu'on vous vaccine, vous. Deuxième inquiétude, on a l'impression que c'est dans le domaine où on investit beaucoup d'argent. Mais je me demande, est-ce qu'à la fin de vos opérations, est-ce que vos objectifs sont atteints ou c'est tout simplement pour le but de faire le commerce? Troisième inquiétude, avec Ebola, je crois que les Européens ont dit en tout cas l'Afrique va disparaître. Mais apparemment, nous avons résisté sans toutefois passer par la vaccination. Je me rappelle que dans beaucoup de coins, on utilisait des herbes qu'on chauffait, on couvre... Covid, bien sûr, on se couvre et puis on se promène sans problème. Voilà mes inquiétudes. Est-ce que la vaccination vraiment apporte quelque chose de sensible par rapport à la lutte contre les différentes maladies, comme vous l'avez dit? Merci beaucoup. Merci, professeur. Le suivant. Merci beaucoup. Moi, c'est Grâce Mambote. Mes inquiétudes, c'est sur l'introduction. Merci de vous rapprocher du micro. Mes inquiétudes, c'est sur l'introduction du chef de travaux Lando Makiesi, qui a dit que les recherches qu'on est en train de faire, la vaccination sera l'unique moyen pour lutter contre les maladies. Ça m'inquiète et je mets ça en cause. Pourquoi? C'est parmi les enseignants qui m'ont donné cours à l'IPN ici. Je me pose la question. Ce n'est plus l'alimentation, ça devient la vaccination. Pourquoi je le dis? Parce que de 0 à 5 ans, ce qui lutte par rapport à la croissance et le développement de l'enfant, d'abord, c'est son alimentation. Pourquoi je le dis? Il y a aussi des enfants qui n'ont pas été vaccinés, mais aujourd'hui en bonne santé. Parce qu'ils se nourrissent bien, ils sont bien nourris. Oui. Ils sont bien nourris. Oui. Ok. Et dire que
ça va lutter, c'est le premier. Donc, quand on dit que c'est l'unique, donc il n'y aura pas quelqu'un d'autre. C'est pourquoi moi je dis que non. Pour moi, on ne peut jamais mettre la vaccination avant la nutrition. J'aimerais voir un éclaircissement sur ces propos. Merci. Merci beaucoup pour votre préoccupation. Merci. Bien, nous parlons de la vaccination. Docteur Audry, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Mais peut-être il y a d'autres questions que je n'ai pas notées. Mais je voudrais d'abord peut-être réagir pour ne pas oublier. Avec l'évolution actuelle, il faut éviter les termes jamais. Non, ça, il faut vraiment éviter. Nous sommes, vous voyez, ici, c'est le savoir, c'est la recherche. Il y a des termes qu'il faut commencer petit à petit à éviter. Dire jamais, pour moi. Non, non, non. Évitons ce genre de choses. Parce que ce que nous disions hier, qui était impossible, petit à petit, au fait, devient... Aujourd'hui, il faut commencer à nuancer le langage. Donc, je voulais juste, peut-être pour ne pas oublier, un enfant qui a fait la rougeole, il s'est lui-même immunisé. Et souvent, le vaccin, en fait, il s'est vacciné lui-même et il s'est immunisé. Souvent, quand vous êtes vacciné contre la rougeole et que c'est un vaccin qui a très bien répondu, je crois que c'est ad vitam. Si vous refaites ça, il faut regarder l'immunité, votre statut. Peut-être qu'il y a des problèmes par rapport à l'organisation lui-même. Donc souvent, quand on est vacciné... on ne peut plus rechuter. On ne peut plus, mais on ne rechute pas souvent. Mais ça peut arriver que quelqu'un a des problèmes avec son organisme. Mais ce sont des questions qu'il faut se poser. Mais c'est une immunité ad vitam. L'autre question, c'est, on est hostile. Je vais vous informer que hier, moi, j'ai été vacciné. J'avais même peur. Je pensais que je n'allais pas répondre à ces rendez-vous. Moi, j'étais vacciné hier contre Ebola, dans mon propre bureau. Je suis là, ça ne fait rien. Ceux qui ont été vaccinés, d'ailleurs, vous vous rappelez, j'étais le coordonnateur de la réponse avec le professeur Mouyembe. Moi, je m'occupais de la vaccination par rapport à la Covid. Parmi les premières personnes qui ont été vaccinées, moi, je me suis vacciné, c'était en dehors même du pays. Donc, voilà un peu, tout dépend de notre perception. Je suis content que c'est un sociologue qui parle de ça. C'est la conception que nous avons. Et nous, souvent, nous disons non sans proposer quelque chose. Moi, je préfère que, quand je dis ça, je ne peux pas faire, mais qu'est-ce que je propose à la place? Qu'est-ce que nous proposons à la place? Nous sommes le premier à véhiculer des choses, même pour lesquelles nous ne sommes pas convaincus. Mais parce que vous avez les micros, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est même la catastrophe. Donc moi, je préfère vraiment, quand nous parlons, il faut être suffisamment responsable de ce que nous disons. Surtout, nous, dans notre contexte ici, nous sommes un pays pauvre. Et la vaccination aide beaucoup. Et le professeur a dit tout à l'heure, pendant la période de la Covid, on n'avait pas besoin du vaccin, juste prendre des feuilles, je ne sais pas, se couvrir. Voilà, et puis... Non, mais si cette maladie... Vous savez qu'il y a la Covid jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, vous allez voir la période que nous allons commencer après la saison sèche, quand nous allons commencer la saison de pluie. La plupart des grippes, vous allez voir des grippes qui nous prennent avec une toux traînante, de malaise. Faites très attention, essayez de vous tester, vous allez voir. D'ailleurs, ce sont des grippes, vous prenez la plupart des maladies, ça ne vous lâche pas, ça vous fatigue pendant longtemps, et puis après 2, 3, 4 semaines, des grippes, ça faisait 3, 4 jours. Aujourd'hui, vous avez des grippes qui vous font toute une semaine, 10 jours, vous êtes mal à l'aise et finalement ça... Mais faites-vous tester, vous allez voir. Vous allez venir... ça peut être la Covid. Hein? Vous allez changer de langage. C'est tout ce que je vous dis seulement. Faites-vous, allez vous tester. Je crois que le langage changera. Donc, il faut faire très attention dans ce que nous disons parfois
Hein. Mais moi, je vous dis que même jusqu'à aujourd'hui, nous avons le Covid qui circule. Et le professeur a dit tout à l'heure, on injecte beaucoup d'argent dans la vaccination, mais pour quel résultat? Nous avons beaucoup de résultats par rapport à la vaccination. C'est peut-être le prof n'a pas beaucoup d'informations. S'il il en cherche, on peut le lui donner. Je donne juste un petit exemple. La plupart de nos mamans, si vous regardez, j'ai vu ça peut-être à l'intérieur, on avait à un moment donné des enfants, vous allez voir des enfants qui étaient déshydratés par une diarrhée qui était chronique. Et on mettait beaucoup plus des histoires de portions noires. Et on mettait aussi au niveau, à ce niveau ici, on y mettait au niveau de frontal, on mettait un truc, en fait, une portion quelle noire, matière? quoi. Et on disait vraiment, on allait même accuser les parents pour dire que à Kinshasa, ici, est-ce que vous remarquez ça aujourd'hui? Regardez beaucoup. Vous allez voir à Kinyana, ça a beaucoup diminué. Vous savez pourquoi ça a diminué? Mais il y a un vaccin. Non, docteur, nous, on sait qu'on dit souvent que ce sont les sorciers quand ils viennent... Non, ça, c'est ce que... Non, je suis en train de donner quelque chose que tout le monde connaît. Observez ça. Dans ma langue, on appelle les kakela, l'enfant, les kakela. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. On est tout ça. Observez aujourd'hui combien de têtes on a volées. C'est un exemple. Ça, c'est juste un exemple que je donne. C'est juste vraiment un exemple. Regardez dans la communauté. Les pédiatres peuvent vous dire aujourd'hui. C'est un vaccin qu'on a introduit. Il y a combien de temps, docteur Pablito, qu'on a introduit? Depuis 8 ans. C'est un vaccin qu'on a introduit et qui a diminué les diarrhées chroniques chez les enfants, qui déshydratait les enfants. Donc voilà un peu. Dire qu'il n'y a pas... Je pense qu'il y a des choses qu'on doit doser. Surtout, j'insiste beaucoup, il y a une grande différence entre un scientifique. Il y a une grande différence entre un langage scientifique, un jugement scientifique et un jugement de la... Bon, le professeur n'a pas fait des affirmations, il s'est posé seulement des questions. Non, j'ai dit seulement que il est professeur. Je crois qu'il s'est... Il s'est posé juste des questions. Voilà. Non, moi, quand je dis professeur, j'y mets... J'ai des respects. C'est eux qui nous ont formés. Quand vous parlez... Professeur. D'accord. Docteur Audrey, oui, peut-être un élément, d'une façon globale, peut-être renchérir aussi à ce que notre ami a dit. Au fait, la vaccination contribue à la réduction de la mortalité, et de la morbidité et de la mortalité. C'est une contribution. Et si vous regardez les résultats actuels par rapport au taux de mortalité infantile, infanto-juvénile, tout ça, vous allez voir que ça a diminué pratiquement de moitié. Donc, il y a des interventions vers cette tranche d'âge-là qui contribuent à la réduction, entre autres la vaccination. Et la vaccination occupe une grande part. Parce que quand vous faites la cartographie pratiquement des différentes maladies tueuses de l'enfant, et la grande partie, c'est la vaccination qui lutte contre ces maladies. Quelles sont les maladies les plus meurtrières les maladies les plus meurtrières, il y a d'abord la rougeole. Il y a la rougeole, il y a les diarrhées à rotavirus, parce que le vaccin qu'on a introduit, c'est le vaccin contre les rotavirus, c'est les diarrhées à rotavirus. Il y a des pneumonies chez les enfants. Donc nous avons le vaccin PCV13 qui lutte contre les pneumonies. Il y a le coqueluche, il y a la diphtérie. Tout ça, les vaccins luttent contre toutes ces maladies-là. Et ce sont vraiment des maladies. Quelqu'un a dit tout à l'heure que la vaccination réduit la fertilité. Quand vous administrez le vaccin, vous risquez de ne plus avoir des enfants. Bon, je reprends encore ce que le directeur a dit. Ici, nous sommes vraiment il y a des scientifiques qui sont ici. Ah. Oui.
Pour balayer toutes ces idées reçues. D'accord. Il n'a pas fait d'affirmation ici. Il a parlé des idées reçues. Ouais. Ok. Actuellement, nous avons des études BSD. Donc, Behavior, Social, tout ça, que nous menions. Et nous luttons aussi contre le rumeur et actuellement on appelle l'infodémie. Donc, c'est l'épidémie des mauvaises informations. Et là, nous avons plusieurs stratégies, mais la grande, c'est l'écoute et les dialogues. Nous faisons l'écoute sociale en ligne et en hors ligne. En hors ligne, nous avons des relais communautaires qui sont dans des villages, qui rapportent les dires de la communauté, et ces informations-là sont captées, analysées au niveau de notre centre pour adresser des réponses appropriées. Maintenant, en dehors de ça, nous luttons par l'engagement communautaire. Et dans l'engagement communautaire, nous cherchons à engager les différentes ONG qui sont au niveau local, chercher à briser les différents, comment on appelle, les gardiens des normes qui sont là, qui véhiculent des normes qui sont des pesanteurs à la vaccination. Et nous adressons toutes ces informations pour donner maintenant la bonne information en créant des cadres attractifs pour échanger suffisamment sur la vaccination. D'accord. Docteur Audrey, vous avez un complément? Oui, moi je pense, l'unique façon de combattre ce qu'on dit sur la rue, surtout au niveau là où nous sommes, c'est par des recherches. C'est l'unique façon de mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une rumeur, chaque fois qu'il y a une désinformation, ici on corrige. L'université, c'est effectivement ça, le but, c'est de corriger. Chaque fois qu'il y a ce qu'on appelle l'embouteillage dans la discussion dans la cité, au niveau de l'université, c'est corrigé. Parce que ce qui sort de l'université, pour nous, nous disons, c'est ce qui est proche. C'est ça la réalité. Donc, c'est-à-dire que nous n'allons pas avoir un comportement, par exemple, de la rue. Non. Ici, c'est un comportement scientifique. Et nous nous basons, chaque fois que nous parlons, nous disons, telle recherche, telle étude, voilà ce que l'étude a dit. Et nous corrigeons, point. Je crois qu'ici où nous sommes, ce n'est pas un endroit de polémique, c'est un endroit de correction. C'est-à-dire, quand nous nous posons des questions, nous, on ne sait pas répondre. Il y a un professeur à l'université, j'ai dit, professeur, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez réfléchir par rapport à ça, ça, ça? Et par rapport à une démarche scientifique, au finish, on vous donne, voilà, par rapport à ceci, voilà comment vous pouvez vous comporter. D'accord. Merci, docteur Rodrigue. Un instant, je vais donner la parole au chef des travaux, Landou. La question, c'est par rapport à l'alimentation. L'alimentation et la vaccination. On dit qu'à l'époque, les enfants mangeaient très bien. Et il suffit de bien manger, et voilà, les enfants sont toujours en bonne santé. Mais comment vous insistez, vous dites que la vaccination, c'est vraiment inévitable. Merci. Je félicite M. Mambote qui vient de me poser cette question. Je sais que lui est nutritionniste. Il voulait qu'on commence par l'alimentation avant de parler de la vaccination. Alors, moi aussi, je suis infirmier. Je préfère parler des évidences du terrain. Je suis l'infirmier superviseur chargé du PEV. Donc, quand mon chef ici organise les campagnes, le poids de la vaccination à Binza Météo où vous êtes pèse sur moi. Et plusieurs qui habitent Météo ici, qui résistent, me voient toujours défiler, soit avec l'OMS, avec l'UNICEF, venir briser leur résistance pour que vous acceptiez le vaccin. Alors, la réponse, les études ont démontré clairement que dans le pays pauvre tel que le nôtre, à chaque 2 ans, nous avons la probabilité d'avoir une nouvelle épidémie. À chaque 6 à 12 mois, nous pouvons avoir une épidémie qui se récidive.
Je prends l'exemple, la rougeole, le choléra, la poliomyélite. Ce sont des maladies prises en charge du point de vue vaccinal. Mais ceux qui ne sont pas atteints deviennent un facteur de risque et ceux-là, avec une immunité affaiblie, ont la facilité de développer la maladie et voir l'épidémie s'étendre encore dans la société. Alors, tout enfant bien vacciné a une vie garantie et une immunité forte qui peut résister à des maladies. Mais cette immunité peut être affaiblie cette fois-là s'il n'a pas été bien nourri. Mais la protection des maladies, la prévention, c'est la vaccination. C'est une occasion. Le chef a parlé ici de la poliomyélite, a parlé vaccination contre monkeypox, a parlé de la vaccination contre la rougeole. Mais nous, ça fait 2 semaines passées, nous venons de vacciner contre le choléra ici. J'étais allé voir l'assistant principal de M. l'Académie pour l'annoncer qu'on va vacciner à l'IPEN. La réaction de la communauté, c'est de croire que le vaccin n'est pas pour prévenir, mais plutôt pour détruire. Dans les échanges avec un frère de l'Église, je lui ai dit, vous êtes évangéliste, vous vivez des dons. C'est là qui vous donne de l'argent pour nous évangéliser. Vous pensez que cet argent-là, ce n'est pas une somme qui peut avoir des effets négatifs sur nos vies, c'est seulement que quand Bill Gates soutient la RDC, vous pensez qu'il a une main noire. Non. Mais c'est là où il y a la théorie complotiste, on parle souvent d'un complot, là, on veut éliminer les noirs. Voilà, c'est là on envoie souvent les vaccins ici, comme ça. Il y a trop de noirs sur la planète, il faut... Je vous rassure, les noirs eux-mêmes développent d'ailleurs les mécanismes d'élimination. Moi, je voudrais peut-être préciser. Peut-être que celui qui a posé la question sur la Covid-19 n'a pas l'information. Le taux de couverture en termes de Covid-19 par rapport aux cibles, là, nous avons atteint ici dans notre pays plus de 30% de personnes qui se sont vaccinées. 30%. Vous voyez? Donc c'est pour dire que la vaccination contribue à l'arrêt de la chaîne de transmission de Covid-19 ici dans notre pays. Vous voyez? Et aussi, quand on parle de la nutrition et vaccination, au fait, la nutrition, c'est la composition pratiquement de l'homme. Et pour développer les anticorps, parce que ce sont les anticorps, et ces anticorps sont des protéines. Vous voyez? Ce sont des protéines. Et il faut qu'il y ait une composante nutrition qui est là pour développer l'immunité quand on vous donne le vaccin. Vous voyez? Mais les protéines seules ne suffisent pas pour protéger l'homme contre les maladies infectieuses. Vous voyez? Ne suffisent pas. C'est comme ça que je dis, il y a une conjugaison d'efforts pour arriver à inverser la tendance par rapport à cette barrière. D'accord, merci beaucoup, docteur. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, nous sommes à l'Université pédagogique nationale. À l'occasion de 20 ans de cet alma mater, nous parlons de la vaccination. Alors, nous allons prendre encore une autre série de questions rapidement. Merci de vous aligner devant le micro. Merci de donner votre nom et poser vos questions aux intervenants qui sont là. Voilà. Merci, je me présente, c'est Louis Chamala, je suis présentateur de l'émission Champ de réflexion à la RTVA, La Voix des Legs. J'ai juste 5 questions que je m'aurais posées à... 5 questions? Oui, vous-même? Waouh. Voilà. Est-ce que vous pouvez réduire à 2 pour permettre voilà, aux... Je l'ai noté. La première question est de savoir qu'est-ce qu'un vaccin et comment fonctionne-t-il dans le corps humain? Là, c'est la première question. La deuxième question, pourquoi la vaccination est-elle importante pour la santé publique? Donc, je pense que vous avez noté. Oui, je pense que le docteur Rodré a déjà répondu à ces questions-là. Concernant Oui. Okay. Je pense qu'il a déjà mes questions.
Moi, j'avais 5 questions, vous m'avez dit des Bon, quand vous avez 5, les 2 là sont déjà éliminés, alors passez aux autres. Voilà. Quels sont les vaccins obligatoires en RDC ou dans le pays concerné? La question. Et quelle est la différence entre l'immunité individuelle et l'immunité collective? Voilà. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces questions. Le suivant. Merci. C'est M. Patrick Bibassouya, chef des travaux à la faculté des sciences agronomiques. J'ai des questions. La première question, bon, nous savons tous que le paludisme tue plus que toutes les maladies. Et il y a déjà 2 types de vaccins qui sont mis sur le marché. Et en Afrique, nous savons que le paludisme tue beaucoup. Où en sommes-nous? Ma question, je la pose au directeur du PEV. Où en sommes-nous avec les vaccins du paludisme? Et pourquoi nous tardons à pouvoir commencer à vulgariser le vaccin contre le paludisme? La deuxième question. Nous avons des maladies, des zoonoses, des maladies qui se transmettent de l'homme vers l'animal. Est-ce qu'au niveau du PEV, vous pensez aussi à ce genre de maladies? Comment est-ce que nous devons prévenir des maladies, par exemple les Mpox ou encore l'Ebola? Des maladies qui se transmettent de l'homme vers l'animal et de l'animal vers l'homme. Est-ce qu'il y a déjà des programmes précis pour ces cas? Merci, monsieur. Le suivant. Oui, c'est monsieur Dieudonné Chidibi. D'accord. Pardon, je me posais la question de savoir pourquoi il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a qu'une seule. Les dames, je vous invite aussi, merci de venir. Posez vos questions si vous les avez, bien sûr. Allez-y. Ma question, je l'adresse au docteur en face de moi. Lequel? Oui, en face de moi, et aussi au chef de travaux. Ok. Ça fait beaucoup de décennies que la vaccination peine à être une réalité dans notre pays. Il est dit que plus on s'affirme, plus on élimine la résistance ou la réticence. Tout à l'heure, le chef de travaux a parlé du refus. Je voudrais savoir où ce sont les équipes qui ne s'affirment pas pour triompher sur la réticence, ou il y a un autre problème qui se pose, puisque depuis des décennies, les gens n'acceptent pas. Le chef de travaux a parlé du refus pour emprunter son terme. Il a parlé du refus. Face à ça, que faudra-t-il faire? Merci. Merci beaucoup. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est le professeur Bertin Moukouna. Oui, professeur. Je commence par une petite inquiétude adressée aux invités. Depuis plusieurs années, depuis des décennies, si je peux me permettre, il y a de ces maladies épidémiques que nous vivons d'une manière permanente dans notre pays. Et les activités de vaccination se répètent, si je peux dire, au même rythme, même stratégie. Mais quand nous regardons le monde dit aujourd'hui développé, certaines de ces maladies n'existent presque pas. Alors, on se demande... Lesquelles, par exemple, professeur? Je peux parler, par exemple, le paludisme. Chez nous, c'est vécu de manière permanente. Nous l'appelons une maladie endémique. Nous vivons avec. Certains de nos frères qui sont dans cette salle ne vont pas me contredire. Si vous allez en Europe et que vous souffrez du paludisme, vous allez trimballer dans beaucoup de pharmacies pour trouver les produits de cette maladie-là, puisque ce n'est plus l'habitude chez eux. Alors, ma préoccupation, là, je l'adresse à toute l'équipe que vous avez invitée. Est-ce un problème de vaccination ou un problème de stratégie? La dernière préoccupation, je m'adresse au chef de travaux Landou et à monsieur le directeur. Le chef de travaux dans ses recherches est en train d'investiguer sur la résistance, faible taux d'adhésion, et ainsi de suite, dans
sa zone de santé, bien sûr, comme infirmier superviseur. Alors, je me demande quelles seraient les raisons de cette forte résistance. À un certain moment, je me dis, ce n'est pas lié à la culture. N'y aurait-il pas d'autres facteurs à prendre en compte lors des campagnes de vaccination que d'établir sur des simples taux, les publier, communiquer, et puis l'année prochaine encore, il y aura ce monde-là. Monsieur le directeur, permettez-moi, à cette occasion, j'aurais souhaité que je vous offre un marché. Ah oui? Le marché, c'est lequel? Lequel? Nous sommes à l'Université pédagogique nationale. Je me demande, quel est le profil des agents que vous utilisez pour la sensibilisation, la communication, vulgarisation pendant les périodes de campagne de vaccination? À l'Université pédagogique nationale, nous avons la faculté des sciences de la santé, où nous avons de jeunes étudiants qui ont un minimum de connaissances que vous pouvez vous servir pendant ces activités-là pour une bonne transmission. Je parlerai aussi... Nous avons la filière des SIC, département, sciences de communication et formation, qui ont des techniques bien basées pour la communication avec la population. Mais nous voyons toujours les relais communautaires, que j'appellerai ici des chefs coutumiers dans cette activité, avec mégaphone, qui passent vers 5 heures, quelquefois vers 20 heures, avec le même langage, et le lendemain, il y a résistance, il y a faible taux d'adhésion, ainsi de suite. C'est un marché, monsieur le directeur. J'aurais souhaité prochainement vous voir venir et recruter nos étudiants pour cette activité. Merci. Merci, professeur. Nous parlons de la vaccination. Bonjour, madame. Bonjour, c'est madame Élisée Ochoa-Baumek. Je suis agent administratif dans la direction animation culturelle et sport et loisirs. Oui, j'ai des questions. La première est celle de savoir qui sont les fournisseurs des vaccins que vous mettez à la disposition de la population. Et deuxièmement, quels sont les mécanismes que vous mettez en place pour contrôler la bonne qualité, l'efficacité et la sécurité des vaccins que vous nous offrez? Troisième question, c'est celle de savoir, c'est par rapport à un article que j'avais lu en 2022. Et cet article-là faisait savoir qu'il y avait 2 enfants dans un pays africain. Ici, j'ai oublié le nom de pays, avaient obtenu le vaccin contre la poliomyélite. Mais après, ces enfants ont souffert encore de la poliomyélite. Alors, je sais qu'est-ce qui peut provoquer ces incidents-là. Merci. Merci, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le docteur. De la part de monsieur Kalala, étudiant à l'Université pédagogique nationale, j'aimerais savoir quels sont les mécanismes mis en place pour convaincre les gens qui doutent à la vaccination. C'était ça ma question. D'accord. Monsieur Christian Mapendano. Merci beaucoup. Je suis Christian Mapendano, coordonnateur du programme partenariat au niveau de Radio Kapi. Docteur, je voudrais plutôt que vous puissiez également parler aux auditeurs de Radio Kapi. Est-ce qu'il y a des maladies dans notre pays qui ont été éradiquées grâce à la vaccination? Je pense que c'est des éléments qui peuvent également aider la population congolaise à accepter, à comprendre l'importance des vaccins, les maladies qui ont été évitées grâce à la vaccination, mais également s'il y a des données, par exemple pour la poliomyélite, des données comparatives par rapport aux années précédentes lorsqu'il n'y avait pas de vaccin, et aujourd'hui que nous avons des vaccins, où est-ce que nous en sommes? Quelle est l'évolution actuelle? Merci. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Docteur Audry, à vous la parole. Oui, merci. Merci. Allez-y, allez-y, je pense que... Merci à tout le monde pour toutes ces questions. Ça montre l'intérêt vraiment qu'il y a par rapport à la vaccination. Je voudrais commencer par les tout derniers et puis on va remonter. Vous savez, pour ceux qui ont peut-être mon âge, il y avait la variole qui a été déjà éradiquée, on n'en parle pas.
mais il commence à revenir peut-être sous une autre forme. Mais la variole a été éradiquée grâce à la vaccination. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la fin de la poliomyélite. La polio que nous avons ici, c'est une sorte, c'est-à-dire c'est un dérivé des vaccins. Donc la polio qu'on avait sauvage, il n'y en a plus en RDC. Donc c'est déjà les éléments probants par rapport à l'utilisation de vaccins. Le mécanisme pour convaincre, pour que les gens acceptent la vaccination, pour moi, il n'y a pas un autre mécanisme que donner l'information. Si nous donnons la bonne information, vous allez voir que tout le monde va adhérer. C'est quand nous ne donnons pas la bonne information qu'on crée des résistants. Donc, pour moi, c'est utiliser tout le monde, une bonne communication, utiliser des personnes qui peuvent transmettre. Ce n'est pas tout le monde qui peut communiquer. Hein? Ce n'est pas tout le monde qui peut communiquer. De bonnes personnes pour communiquer et un bon langage, un bon contenu par rapport à votre communiqué. Nous n'allons pas avoir... On a dit ici, il y a une faculté de Je vais y santé, arriver. Non, là, je vais arriver. Il y a les cycles, les sciences de l'information et de la communication. Là, c'est un bon marché. C'est des bons communicateurs que vous pouvez utiliser. Malheureusement, d'abord, on va utiliser ces marchés-là. Il est très important pour nous. Mais il faut faire la différence. C'est un marché qui est suffisamment élevé. Parce que communiquer, il y a les niveaux de communication. Si vous prenez le même marché-là, vous l'amenez au niveau du village, il ne va pas s'adapter. Donc, il faut savoir calibrer. Descendre au niveau de... C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des communicateurs que vous allez mettre à côté les relais communautaires. Là, nous allons échouer. Il faut savoir utiliser, il faut vraiment calibrer ces marchés-là. Il est très important, mais c'est un marché, parce que vous savez, il y a la communication stratégique et il y a la communication opérationnelle. C'est dans les opérations qu'il faut savoir... quel est le public cible? Voilà. La tranche visée. C'est un très bon marché. On est ouvert par rapport à ça et on sait quand est-ce qu'on peut l'utiliser aussi. Donc il faut faire vraiment la différence parce que quand nous organisons des campagnes que vous voyez ici, c'est plus les crieurs qu'on utilise pour rappeler les mamans et aussi les communicateurs pour mettre un contenu dans ce que les crieurs vont en fait, permettez-moi la tautologie, vont communiquer. Donc, ce sont deux choses qui sont tout à fait différentes. Donc, je préfère vraiment qu'on se mette ensemble. On va voir le professeur, comme lui, il est spécialiste en ça. Moi, je ne suis pas spécialiste dans la communication. On va voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Maintenant, les profils des agents, ça c'est en même temps les profils. On essaye de faire un effort parce que il y a des infirmiers, on les utilise par rapport à leur profil. Là où je suis ouvert, c'est par rapport à la communication et aux communicateurs. Là, on devra peut-être améliorer ce que nous sommes en train de faire. Moi, je préfère que vous nous regardiez. Quand vous nous regardiez de dehors là-bas, n'hésitez pas de nous faire aussi, comment on appelle, faire un commentaire pour qu'on améliore. On est ouvert, hein, on n'est pas fermé. Raison de résistance, mes chers amis. Une résistance, c'est un gap informationnel. Point. Si vous avez la bonne information, si quelqu'un a la bonne information, il prend une décision. Si quelqu'un n'a pas la bonne information, il prend aussi une décision par rapport à l'information qu'il a. Donc moi, je pense que pour éviter des résistances, c'est donner la bonne information et aussi savoir qui donne l'information. Une information qui est donnée par un pasteur dans les conditions aujourd'hui, là où dans chaque avenue, il y a 4 églises, aujourd'hui chez nous, quand c'est un pasteur qui parle, le fait seulement d'utiliser la bouche du pasteur
le monsieur qui est à côté accepte, même sans analyse. Pourquoi? Parce que ça passe par la bouche du pasteur. Vous voyez un peu, c'est pourquoi j'ai dit la bonne information et utiliser la bouche autorisée. Donc c'est ça, c'est tout ça que nous devons étudier. Docteur, il y a une question par rapport à la malaria. Quand vous allez en Europe, par exemple, que vous avez la malaria, on ne sait pas vous soigner, peut-être arrangez-vous avant de voyager, prenez vos médicaments, parce que là-bas, c'est une maladie qui est déjà oubliée. Alors chez nous, elle est toujours endémique. Pourquoi? Oui, d'abord, pour la malaria, ce n'est pas seulement le vaccin. Il ne faut pas qu'on dise, parce qu'il y a le vaccin contre la malaria, demain, il n'y aura pas. Non, la malaria, c'est l'environnement d'abord. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit, c'est le ministre de la Santé, qui a dit avant-hier que Kinshasa est très pollué. C'est d'abord l'assainissement. Du milieu. Du milieu. Et puis maintenant, on va regarder des réponses genre le vaccin, dormir sous moustiquaire, voir. D'abord, vraiment, ce n'est pas un problème seulement de la santé. C'est un problème aussi de plusieurs ministères. Donc, ce n'est pas seulement le vaccin. Si quelqu'un... Merci, docteur. Oui. Allez-y, votre micro. Oui, comme on est dans le paludisme, au fait, la RDC a déjà introduit le vaccin contre le paludisme. Mais comme vous le savez, l'introduction a plusieurs étapes avec des processus. Et là, on a commencé par le Congo central et nous sommes allés progressivement. Au jour d'aujourd'hui, on a déjà introduit dans 16 provinces. On a déjà introduit dans 16 provinces le vaccin contre le paludisme. Et on va aller progressivement et couvrir les 10 provinces qui restent par rapport à l'introduction de paludisme. Est-ce que vous pouvez répondre directement à la question par rapport à la zoonose Oui, par rapport aux zoonoses, je crois que le directeur l'a dit, hier, nous nous sommes vaccinés contre Ebola. Et nous vaccinons contre Ebola. On a vacciné contre les Mpox. Et c'est ce qui a même fait qu'on puisse couper la chaîne de transmission de cette maladie au niveau de notre pays. Et puis, il y a une plateforme qui existe. Vous allez toujours entendre parler de InSanté. Je ne sais pas, vous avez déjà entendu parler d'InSanté. C'est-à-dire, dans cette plateforme, on tient compte de l'environnement. Et dans cet environnement, avec toutes les bêtes, pratiquement les animaux, il faut en tenir compte. Donc, on a déjà pris en compte cette idée avec les zoonoses actuellement. Même vous allez voir que dans le comité actuel qui lutte contre Ebola, il y a des vétérinaires qui sont là-bas. Il y a tout le monde dans la plateforme One Health. Donc, les zoonoses sont prises en compte. Les transmissions de maladies animales vers l'homme. D'accord, monsieur le chef des travaux. Sauf que ces vaccinations-là sont temporaires. Sont temporaires. Oui, ce n'est pas la vaccination de routine. Ce sont des vaccinations temporaires pour couper pratiquement la chaîne de transmission de toutes ces maladies. Bien, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette première partie de l'émission sur la vaccination. Monsieur le chef des travaux Landou, il y a une question par rapport à la résistance. Oui. S'il y a résistance, par exemple, dans votre zone de santé, est-ce que ce n'est pas lié à la culture? Oui, merci pour la question. Je pense, dans ma thèse, parce que je fais une thèse article qui aura 7 articles. Le premier article porte sur la revue systématique et métaphysique. Là, je suis en train de lire les autres chercheurs qui ont parlé sur la résistance à la vaccination, donc les obstacles. Et à l'issue de ça, nous allons passer pour les autres articles. Mais pour le cas de la RDC, j'ai dit tantôt que le noir même organise le mécanisme soit de la survenue des maladies autres. La vérité est dans les écrits.
nous pouvons lire et résister à ce qui est écrit. C'est ça en RDC. On vous présente un vaccin, on vous dit c'est un moyen sûr, efficace qui peuvent prévenir la maladie. Vous avez 3 enfants. Vous acceptez soit 2 prennent et l'autre ne prend pas. Celui qui n'a pas pris devient maintenant facteur de maladie pour les autres. Et quand la maladie va venir, celui-là, dès qu'il en développe, il peut influencer aussi ses aînés qui devraient manger peut-être 3 ou 4 fois le jour, mais ils ont mangé une fois. Leur immunité est affaiblie, alors il devient cible de la maladie. Qu'est-ce que nous faisons? Au niveau de la zone, nous avons des structures de communication. À chaque fois quand il y a une activité vaccinale, par exemple, de masse, nous commençons par contacter le leader communautaire. Nous lançons les communiqués dans les églises. Et nous avons aussi un personnel que nous utilisons, tel que le prof l'a dit, le relais communautaire. Ces relais nous aident à passer l'information. Mais ceux qui écoutent, plusieurs refusent, certains peuvent accepter. Alors, ceux qui refusent, pour des raisons parfois culturelles, non, mon église, nous sommes de telle culture, on ne prend pas le vaccin. Mais on trouve la maladie rester souvent dans cette catégorie de personnes. Alors, nous, dans le cadre de ma thèse, nous sommes en train de co-construire, je disais, une stratégie avec ceux-là. Ils vont eux-mêmes nous proposer qu'est-ce qu'ils veulent. Et nous allons voir qu'est-ce que les autres ont fait avec ce que nous faisons. Et ensemble, nous allons construire maintenant une stratégie innovante pouvant permettre de faire adhérer la population à la vaccination. Le prof a dit, problème de vaccination ou de stratégie. Le PEV s'est organisé à disposer des stratégies de vaccination. Nous vaccinons en routine. La politique nous dit qu'à chaque 5 à 10 km, nous devons avoir une structure sanitaire. Nous, par exemple, Binza Météo, j'ai 64 structures qui vaccinent en routine. Mais nous avons des structures qui vaccinent en avancée. Là, c'est l'ITAS, en fait, l'infirmier superviseur l'infirmier titulaire du quartier, nous on appelle ça aire de santé, qui va organiser cette vaccination à une distance de 5 à 10 km pour couvrir l'air, l'espace là que les enfants viennent se faire vacciner. Et nous avons aussi la vaccination mobile. Là, c'est moi, par exemple, pour le compte de Binza Météo qui organise ça. Je vois dans quelle aire de santé où il y a une faible couverture vaccinale et nous demandons à l'ITAS, on loue des tentes, on met quelque chose de sensibilisation, on vient vacciner là-bas. Ça sont des stratégies que nous utilisons, qui sont des stratégies traditionnelles. Mais dans les stratégies innovantes, nous avons aussi des OVM, où parfois nous envoyons à la fin de la vaccination, l'ITAS va voir quelle était ma cible. J'attendais 10 enfants, mais j'ai reçu 7 enfants. Donc 3 ne sont pas venus. Les 3 qui ne sont pas venus, on va constituer une équipe qui va faire des descentes dans des maisons pour se renseigner auprès des parents afin de savoir pourquoi les enfants ne sont pas venus. Et là, on récupère ces enfants-là sans qu'on attende que les jours J. On encourage les parents de ramener et on voit dans l'aire de santé, en fait, les quartiers, quelle est la structure qui est en train de vacciner. On amène l'enfant, on le vaccine. Monsieur Landou, on s'achemine petit à petit vers la fin de cette première partie de l'émission. Merci à tous les internautes qui nous suivent sur les plateformes digitales de Radio Okapi. Alors, docteur Audrey, peut-être la dernière question que madame a posée tout à l'heure. Qui sont les fournisseurs de vaccins? Comment faites-vous pour s'assurer de la qualité? Je pense que vous voulez aussi parler de la chaîne de froid, la conservation et jusqu'à l'acheminement au lieu d'utilisation, etc. Alors, est-ce que vous pouvez rapidement répondre à cette préoccupation? Oui, la chaîne est longue. Hein. Tous les vaccins que vous voyez ici, avant qu'ils soient utilisés, doivent être préqualifiés par l'OMS. Dès que vous voyez un vaccin, il y a un travail de préqualification de ces vaccins. Et vous verrez, par exemple, il y a l'OMS, il y a l'UNICEF, qui a toute une liste de vaccins. C'est comme, je vais utiliser un terme qui n'est peut-être pas bien, mais c'est comme des marchandises, et vous savez que ça peut marcher, et ça ne marche pas. Donc, il y a une liste de vaccins qualifiés. Alors, c'est sur base de ces vaccins qualifiés
que nous, en République démocratique du Congo, nous utilisons la voie de l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui achète pour nous le vaccin. Tous les vaccins que vous voyez sont achetés. Il y a une exception, que le vaccin vienne par MSF. C'est l'unique organisation. Et ça, c'est dans le cas d'urgence. Quand il y a une urgence, MSF peut utiliser la liste-là pour faire venir le vaccin. Alors, on utilise la voie de l'UNICEF jusqu'au niveau du pays. Et quand ça arrive au pays ici, je ne sais pas si vous avez le temps, il faudra faire un tour à Kinkole. Vous allez voir les dispositifs que ce pays a pour garder le vaccin. Peut-être vous n'avez pas une idée de ça. Peut-être vraiment vous n'avez pas une idée de ça. Docteur Audry, on n'a plus beaucoup de temps. Pour conclure, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient par rapport à la vaccination? Oui, ce qu'on retient par rapport à la vaccination, c'est un geste qui sauve. C'est un geste qui coûte moins cher. Et c'est un geste qui sauve des vies, surtout pour les enfants, surtout pour les fragiles, c'est-à-dire les deux extrémités. Et c'est un geste qui permet de prolonger la vie de nos populations, à moins cher, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Dr Audry Mulumba, directeur du programme élargi de vaccination. Est-ce qu'on peut l'encourager en applaudissant très très fort? Nous disons également merci au chef des travaux Landou pour son intervention. Est-ce qu'on peut l'encourager également? Et merci Monsieur Nassaka Pablito, qui est chef de division appui au PEV. Merci de l'encourager également. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette première partie de l'émission Okapi Service. On va observer une pause tout à l'heure et ensuite, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission. Nous allons parler des 20 ans de l'Université pédagogique nationale, bilan et perspective. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, chers invités.